Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a réformé le système de collecte des matières recyclables à l'échelle de la province. Les nouvelles mesures sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2025. L'équipe de TVCO a rencontré la coordonnatrice à l'environnement de la MRC de Charlevoix afin d'en apprendre davantage sur ces nouvelles règles de tri. Il y a eu une réforme de la collecte sélective qui a été mise en place par le gouvernement. Ça s'appelait la modernisation de la collecte sélective. Donc, c'est un règlement qui a été adopté pour mettre en place une responsabilité élargie des producteurs au niveau de cette collecte-là, de la collecte sélective, le bac bleu. Donc, les producteurs de plastique. Bien, tous les producteurs de contenants, emballages, imprimés, donc même ceux qui font des journaux, il n'y a pas juste le plastique, il y a le métal. Donc, tout ce qui est matière recyclable là, est touché par cette réforme-là. Les producteurs de matières pouvant être recyclés, tels que les emballages, les contenants et les imprimés, sont dorénavant soumis à de nouvelles obligations réglementaires. Il faut qu'ils assurent le financement de ce programme-là, de la collecte sélective. Donc, eux, ils gèrent, dans le fond, la collecte, le transport, le tri, puis tout ce qui est, par la suite, là, les débouchés. Et puis... Savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces matières-là, comment on les transforme. Oui, c'est ça. Donc, essayer de trouver des matières plus éco-responsables, disons, pour réduire leurs frais et tout ça. Un organisme qui représente ces producteurs à l'échelle nationale a été créé pour assurer le fonctionnement du nouveau programme québécois. Éco-entreprise Québec, c'est un organisme de gestion désigné. Donc, le gouvernement, ça prenait un organisme qui gère tout l'ensemble des producteurs. Tu sais, chaque producteur ne pouvait pas gérer la collecte. Ça prenait vraiment un organisme qui gérait vraiment tous les producteurs. Donc, ceux de papier, ceux de plastique, ceux de métal et tout ça. Au niveau de la nouvelle réforme aussi, depuis que la responsabilité élargie des producteurs a été mise en place, c'est que ça va être partout au Québec que ça va être la même chose. Les bacs vont être bleus partout, les matières qu'on met dans le bac bleu vont être les mêmes partout. Parce que présentement, bien, pas présentement, mais avant ça, souvent ici dans notre MRC, on pouvait récupérer des plastiques 1 à 5 et 7. Puis dans une autre MRC, on pouvait prendre le 1, le 2, le 3, pas le 4, pas le 5. Donc, au niveau des plastiques, c'était compliqué là, de savoir lesquels étaient recyclables. Puis c'était pas partout pareil. Ça dépendait des centres de tri avec lesquels tu faisais affaire. Le centre de tri décidait avec quelle matière il y avait des débouchés puis qui pouvaient rentrer de l'argent pour se financer. Donc, eux prenaient ces matières-là, puis ceux qui étaient pas rentables, bien, ils ne les prenaient pas. Donc, c'était vraiment différent d'un endroit à l'autre au niveau des matières acceptées dans le bac de recyclage. Pour les citoyens de Charlevoix et du Québec, ces changements permettront de récupérer davantage de matières résiduelles. Maintenant, il y a vraiment beaucoup plus de matières qui vont dans le bac bleu. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé? Par la suite, c'est-tu en papier, en carton, en plastique, en métal, donc, ou en verre? Donc, si ça répond à toutes ces questions-là, ça va dans le bac bleu. Il y a quelques petites exceptions, les contenants d'aérosol qui peuvent être dangereux pour les explosions, là. Mais sinon, ou les sacs biodégradables ou compostables n'iront pas. Mais sinon, dès que c'est un emballage, avant ça, il y a des choses qu'on ne mettait pas qui étaient des emballages dans le bac bleu. Maintenant, il y a les sacs de chips, différents types de sacs qui n'étaient pas recyclables avant, qui maintenant le sont. Les styromousses aussi? Les styromousses alimentaires, là, les petites barquettes là, qu'on collecte la viande, ou dans les casse-croûtes, là, souvent les emballages pour les poutines ou différentes matières, là, eux vont être recyclables maintenant. Par contre, le polystyrène de protection, les gros morceaux, là, quand tu achètes un frigidaire, tu as des gros morceaux de polystyrène, ou tu achètes une télévision aussi, ceux-là ne le sont pas. Donc, ceux-là, il faut les mettre aux ordures. L'époque où les citoyens devaient valider les numéros de recyclage sous les contenants est donc révolue. On ne s'occupe plus du numéro. Puis même si un contenant n'a pas de numéro, il va au recyclage. Donc, dès que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé, c'est vraiment la règle à retenir. Contenant, emballage, imprimé, ça va dans le bac bleu. Les sacs de chips, c'est un peu le plastique. Avec ces nouvelles mesures, la MRC de Charlevoix s'attend à une augmentation de la quantité de matières recyclées. Nous, on s'en rend compte là, au niveau des employés, si des fois on s'en parle, puis on se rend déjà compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont dans notre contenant de recyclage que dans le contenant de déchets chez nous à la maison.
Cette réforme amène également son lot de défis pour les professionnels qui administrent la gestion des matières résiduelles. Je dirais que c'est une augmentation des tâches. Il a fallu qu'on fasse une entente de partenariat avec Éco-entreprise Québec. Donc, ça a été un gros processus assez long et ardu là, de faire cette entente-là. Puis, dans l'entente, il y a plusieurs points qu'il faut qu'on rende compte à Éco-entreprise Québec là, en cours de contrat. Donc, ça va être plus de travail pour nous au niveau de la gestion. Il y a un site Internet là, qui va être fait ou un portail qu'il va falloir qu'on remplisse. Là, il n'est pas encore créé, donc on ne sait pas encore tout ce que ça implique, oui. Mais il va y avoir beaucoup plus de suivi à faire que ce qui était fait avant ça. T'sais, c'est sûr qu'on allait déjà en appel d'offres pour nos contrats de collecte. Ça ne change pas, mais maintenant, par contre, c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment respecter les règles que Éco-entreprise nous disent de mettre dans l'appel d'offres. Donc, il y a beaucoup de points qu'il fallait ajouter dans nos appels d'offres qu'on n'avait pas avant. Donc, quand on ouvre les appels d'offres, avant de dire que tel soumissionnaire a gagné l'appel d'offres, il faut vraiment qu'Éco-entreprise vérifie aussi les résultats puis qu'il nous donne l'accord d'y aller avec telle ou telle entreprise. Des modifications ont également été apportées en ce qui concerne le choix du centre de tri par la MRC. Le centre de tri, c'est Éco-entreprise Québec qui nous dit où on va. Donc, nous, on a été chanceux, on n'a pas changé de centre de tri. On allait déjà chez VIA à Lévis, puis on continue à aller à ce centre de tri-là. Concrètement, différentes matières font leur apparition dans le bac de recyclage des citoyens. Depuis le 1er janvier 2025, donc tous les contenants, emballages et imprimés vont au recyclage. Là, au niveau des contenants, on n'a vraiment là, plus besoin de vérifier le petit sigle en dessous. Donc, tous les contenants qui n'ont aucun petit logo de recyclage dessus vont au recyclage. Donc, les petits contenants de yogourt vont au recyclage. Les petits emballages comme ça de sauce vont au recyclage. Même le genre de plastique qui est comme c'est pas de l'aluminium, mais c'est un plastique genre aluminium, va au recyclage aussi, vu que c'est un emballage. Les fameuses factures? Oui. Les factures thermo-imprimées là, qui n'y allaient pas, c'est un imprimé. Donc, ça fait partie des matières qu'on a rajoutées là, au niveau du recyclage. Les sacs de céréales, là. Donc, c'est des sacs qu'on retrouve dans les boîtes de céréales ici. Donc, c'est important quand on les met dans le bac, il faut les séparer, là. On met la boîte de carton seule, puis le sac à côté. T'sais, on ne laisse pas le sac dans la boîte, parce que quand ça va arriver au centre de tri, bien, le sac va être pris dans la boîte, puis c'est plus compliqué pour eux. Donc, ces sacs-là sont recyclables maintenant. Au niveau des sacs, les nouveautés, bien, on avait les sacs autoportants. Donc, c'est un plastique plus rigide, là, les sacs qui tiennent tout seuls debout. Donc, ceux-là ne l'étaient pas recyclables avant, mais maintenant, on peut les mettre là, dans le bac bleu. Les sacs de chips, c'est là, un peu le plastique comme genre aluminium, ou le papier d'emballage qui ressemble à ça, là, qui est en aluminium aussi, va y aller maintenant. Les sacs, les emballages de pâte alimentaire, c'est un genre de plastique rigide, ou n'importe quel petit sac là, rigide en plastique maintenant là, est accepté dans le bac bleu. Donc, au niveau des styromousses, le plastique numéro 6 n'était pas pris avant, au niveau de la MRC. Maintenant, bien, on peut les mettre dans le bac. Là. C'est sûr que quand il y a de la viande, des choses comme ça, on les rince. Comme n'importe quoi, on essaie de les rincer un petit peu avant. Là. Donc, c'est ça, les styromousses, les verres en styromousse ou les contenants de casse-croûte là, en styromousse vont maintenant au recyclage. La MRC de Charlevoix rappelle toutefois que plusieurs matières résiduelles ne sont pas autorisées dans le bac bleu. Les feuilles mortes, les cure-dents de bois et les mouchoirs souillés doivent par exemple être envoyés au compost. Les batteries, les aérosols, les électroniques, les matériaux de construction et de démolition, les encombrants, les jouets pour enfants et les textiles sont quant à eux destinés aux écocentres régionaux. Les éléments qui ne peuvent pas se retrouver au recyclage, au compost ou dans les écocentres doivent pour leur part être envoyés dans le bac noir des déchets. Pour en apprendre davantage à propos des réglementations en vigueur, il est possible de consulter l'onglet de gestion des matières résiduelles du site Internet de la MRC de Charlevoix ou de contacter l'organisation.
Un passage à l'île aux coudres n'est jamais vraiment complet sans un arrêt à la boulangerie Bouchard, qui existe dans la municipalité depuis 1945. Après 19 ans à la barre du mythique commerce, la propriétaire Noël-Ange Harvey a décidé de passer le flambeau. On s'est fait un cadeau de la vie, je pense. J'ai cherché pendant longtemps quelqu'un qui avait le sens du patrimoine bâti, puis qui était capable de prendre une business avec tout son cœur. Pas parce que j'ai pas eu des offres pour la vente, mais je pense que ce que c'est qu'on fait ensemble, là, c'est du made in l'île aux coudres. Fait qu'on transfère de l'île à l'île pour que la continuité se fasse, puis que le patrimoine bâti, il reste debout. C'est ça l'important. Francis Boudreau, nouveau propriétaire fièrement coudrillois, explique les raisons qui ont suscité son intérêt pour la reprise de l'établissement insulaire. Moi, j'ai travaillé ici aussi en étant étudiant, dans le temps, avant que Noël-Ange soit propriétaire avec Léonard puis Alfredine, le fils à Pascal Bouchard. J'ai travaillé quelques années avec eux, des étés de souvenirs qui sont tatoués là, dans moi. L'idée a germé, restait là. Puis j'ai lancé dans l'univers, puis j'ai toujours dit à un moment donné, je vais l'avoir, la boulangerie, ça va être à moi. Puis, tout bonnement, l'an passé, presque à pareille date avec notre signature de transaction, lors d'une assemblée où on était ensemble à cette même place-là, j'ai dit, écoute, Noël-Ange, moi, mon rêve, c'est d'avoir la boulangerie. Puis à partir de là, on a travaillé ensemble dans la dernière année pour aboutir à aujourd'hui à la transaction, à la passation. Madame Harvey estime que le choix de Francis Boudreau se voulait tout désigner pour assurer la pérennité de la boulangerie. On a une similitude dans nos rêves, parce que moi, ça m'a pris 10 ans. Moi aussi, je l'ai lancé dans l'univers en 97, puis ça m'a pris 10 ans. Puis lui, bien, il a rêvé pendant 10 ans, mais ça a pris 10 mois. 10 mois pour dire... Le chiffre 10, c'est important dans nos vies. Pour nous autres, là, il y a une connexion qui s'est faite naturellement. Puis dans ce savoir de partage-là, bien, il était intéressé à ça. Les commerçants soutiennent que la passation de l'entreprise se réalisera sur une période transitoire. Ça va être une transition tout en douceur parce que moi, je m'en viens pas ici à temps plein non plus pour le moment. Je garde mon emploi du côté de Baie-Saint-Paul, mais on va faire une transition, un transfert de connaissances petit à petit pour pas bousculer rien puis tout changer non plus. Tu sais, on a une équipe solide en place qui est là, qui reste là. C'est tous les mêmes employés, fait que c'est beau à voir. Puis ils tiennent le fort, ils sont capables de faire rouler cette belle boulangerie-là. Sans vouloir tout dévoiler dès sa première journée en poste, le nouveau propriétaire admet toutefois avoir des idées pour les années à venir. On va essayer d'amener un petit peu la boulangerie dans Charlevoix aussi avec des points de vente un peu plus, clairement. Puis des projets, bien, il y en a toujours. Fait qu'on va développer ça avec nos boulangers à suivre. Suivez-nous là-dessus. On a des idées plein la tête, mais on ne partira pas en peur ni en lion non plus. Il faut conserver les acquis, puis il faut bien travailler ça. Et puis, on a fait l'acquisition d'un nouveau boulanger. Un nouveau boulanger qui commence en même temps que lui. Cette nuit, ça va être sa première cuite. Exact. Fait que, avec lui, puis avec le boulot de boulanger en place, là, on va essayer de développer des bien belles choses. Au-delà du strict achat de l'entreprise, Francis Boudreau conçoit cette reprise comme un engagement envers son milieu de vie. Je suis bien connu dans ma communauté, puis je suis taché, engagé et j'ai l'île tatouée sur le cœur à la défendre où ce qu'il faudra la défendre. Et puis, j'en connais la réalité. L'île, on sort de l'île, mais on ne sort pas l'île de nous jamais. Puis on va travailler dans ce sens-là, puis l'île, on va la faire connaître encore plus avec nos produits. Elle m'a tellement donné
belles histoires, cette boulangerie-là. Fait que on peut pas la laisser partir comme ça. Puis il me donne l'opportunité, tu sais, de m'en aller tranquillement. Ça, c'est un rêve, là. Ce que j'aurais peut-être pas pu faire avec d'autres qui comprennent pas que Made in Locoud, c'est Made in Locoud. C'est l'accueil, c'est la connaissance, c'est le partage. C'est tout ça, les Locoud. En cette fin de chapitre, Noël-Ange Harvey souhaite adresser un dernier message à sa fidèle clientèle. Merci à la population de l'île, merci à la population de Charlevoix qui m'a suivi dans mon histoire pendant ces 19 ans-là. Puis je vous demande de venir voir Francis parce qu'ensemble, bien, on a encore des choses à dire. Nichée au cœur de Saint-Joseph-de-la-Rive depuis plusieurs décennies, la papeterie Saint-Gilles célèbre cette année ses 60 bougies. Le président du conseil d'administration, M. Claude Bellé, explique la réflexion qui a mené à la restructuration de la papeterie au cours des dernières années. Moi, quand je suis arrivé en 2019, c'était quand même fragile là, au niveau de la papeterie. Hein. On était dans un cycle où vraiment tout avait vécu longtemps sur la vente de sérigraphie, la vente de produits de luxe, mais qui faisait plus ses chiffres à ce moment-là. Ce qui fait qu'on avait besoin de renouveler puis de repenser le projet. Et repenser le projet, c'est comment aussi revenir quelque part à l'essence. C'est-à-dire, on est une papeterie. On est une papeterie dont la mission, depuis 60 ans, là, c'est de produire un papier fait main, artisanal, unique, quelque part. M. Bellé soutient que le papier artisanal, qui est produit majoritairement à partir de coton, demeure encore à découvrir pour de nombreux Québécois. C'est quelque chose qui est peu connu. Oui, c'est un groupe très récent. Fait que l'effort qu'on fait aujourd'hui, puis ce conseil d'administration, c'est sur quoi il s'est mobilisé, dans le plan de commercialisation, dans un plan aussi de philanthropique, c'est vraiment de faire connaître la papeterie, faire connaître ces produits-là et d'aller vers des nouvelles clientèles comme telles. La saisonnalité de la production de l'entreprise a été repensée afin de pérenniser les opérations qui pourront assurer sa survie. La papeterie a une activité très saisonnière, c'est-à-dire qu'on est très actif pendant l'été, puis pendant l'hiver, c'est en sommeil, un peu en hibernation. Puis ça, c'est des choses qui sont très locales. On va dire, dans Charlevoix, on est très associé au tourisme, puis c'est saisonnier, souvent, tout ça. Alors, ça donne un certain niveau d'instabilité, autant sur le plan des activités, c'est-à-dire de la main-d'œuvre qui doit être préservée d'année en année en leur donnant un petit congé, en leur disant reviens. Donc, c'est toujours un petit peu instable sur le plan des opérations. Oui. Puis aussi sur le plan des revenus, forcément, parce que d'une année à l'autre, c'est jamais la même saison. Donc là, l'idée, c'est de stabiliser tout ça. Donc, de ne plus dépendre de la saisonnalité, donc de faire de la production de papier à l'année. Dans cette optique, l'équipe de professionnels tente de développer ses relations d'affaires. Donc là, on se structure sur 4 nouveaux marchés. Donc, il y a à la fois l'imprimabilité, donc tous les imprimeurs, les objets corporatifs, les objets dérivés, les objets souvenirs, si on veut. Puis après ça, on a les détaillants, comme les Homer Dessert et les Renaud Bré, qui, eux, vendent le papier. Donc, ces 4 marchés différents-là, on essaye de les approcher pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter. Pierre-Laurent Salin de l'Étoile explique qu'il peut être pertinent de tenter sa chance là où la papeterie n'est pas nécessairement attendue. On a développé finalement des axes qui sont quand même stratégiques auprès des universités, parce qu'au Québec, on a plusieurs universités, on a plusieurs étudiants. Ces diplômes que ces étudiants vont chercher à la fin d'un parcours scolaire, bien, ils ont envie de le garder toute leur vie. Donc, pourquoi pas l'imprimer sur un papier fait localement? Puis on découvre que finalement, les universités ne sont pas tout à fait très sensibles à ça dans les dernières années. Mais aujourd'hui, quand on leur dit hey, « D'ailleurs, votre papier, il vient de où? » Puis là, les gens sont ça. Mais d'ailleurs, le Québec, on en fait ici du papier. Ça, si vous voulez, on pourrait vous en faire un de très haute qualité, fait à la main. On pourrait vous le personnaliser aussi avec certaines couleurs, avec des incrustations de certaines choses, un filigrane à l'effigie de votre logo universitaire. Est-ce que vous aimeriez ça qu'on travaille avec vous? Fait que là, ils sont très, très à l'écoute de ça.
On est quand même content parce que ça nous met un peu le pied dans la porte, mais l'Université Laval nous a donné le contrat d'imprimer leur doctorat honorifique pour la session printemps 2025. Donc là, on est fiers de pouvoir offrir à ces doctorants-là un beau diplôme fait localement au Québec. Donc on est vraiment contents. Puis là, ça va donner évidemment l'exemple pour d'autres universités qui vont vouloir nous suivre. D'autres projets voient également le jour au sein du Centre de production artisanale. En fait, on est aussi en train de développer des nouveaux produits dérivés. Donc, on parlait tout à l'heure de ce que les HEC nous orientaient vers d'autres marchés. Mais les produits dérivés, c'est une façon aussi de démontrer le potentiel de ce qu'on peut faire avec le papier. Comme les entreprises, on leur offrirait des feuilles, ils ne sauraient pas trop quoi faire avec. Là, on leur dit, regardez, là, on a des petites enveloppes pour les cartes cadeaux ici. On a aussi des pads pour prendre des notes. Donc ça, c'est des objets dérivés qui peuvent servir auprès des entreprises pour des cadeaux corporatifs. Donc vous arrivez avec la créativité, là? Exactement. C'est le but parce que c'est sûr que les gens ne sont pas forcément tous équipés pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec le papier. Fait que là, on leur montre qu'est-ce qui est possible de faire. La papeterie Saint-Gilles a aussi entrepris des démarches afin d'obtenir une certification officielle pour l'impression de son papier. On a fait une étude avec le HEC l'automne dernier pour vraiment venir étayer puis soutenir tout notre plan de commercialisation. Et là, de vraiment aller revoir au niveau des différents enjeux, des différents marchés qui nous seraient accessibles. On a ciblé 5, quelque part, de ces marchés-là. Puis le plus important de ces marchés-là, c'est le marché des imprimeurs. Même si ça a diminué dans les dernières années, ça demeure quand même un marché de plus d'1 milliard, quelque part, qui est là. Puis, si on peut aller chercher une petite tranche de ce marché-là, il y a quelque chose d'important pour la papeterie. Mais pour y arriver, il nous faut arriver avec un certificat d'imprimabilité de notre papier, un certificat qui fait que les imprimeurs sont dit « Je peux utiliser votre papier, puis je ne mets pas en danger ou en péril mes équipements. » Quand on a commencé, puis on a réalisé des travaux importants avec les gens d'une équipe de cascade qui sont venus ici, qui ont travaillé avec nous, on avait un papier qui faisait énormément de poussière. Ce qui fait que les imprimeurs, de voir rentrer notre papier dans sa... Ils ne voulaient pas, parce qu'ils disaient, écoutez, je suis tout défaire mon imprimante, puis je tout la nettoyer pour recommencer après. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est exceptionnel qu'on te fait rentrer chez les imprimeurs. Là, le travail qu'on fait avec 2 équipes de certification, avec les gens de cascade qui continuent à nous soutenir là-dedans, on est tout prêt, quelque part, d'aller chercher une certification. C'est pour ça que, dernièrement, que la MRC nous a soutenus par le biais du Fonds régional de la capitale nationale. Ils nous ont accordé un montant de 76 000 pour venir soutenir tout ce processus-là. Marianne Fourcaudot, coordonnatrice de la boutique, soutient toutefois que la hausse attendue de la production ne viendra pas affecter les caractéristiques du papier emblématique. Je veux rassurer tout le monde. En fait, depuis qu'on parle de commercialisation, les gens qui en ont entendu parler, il y a des gens, des amoureux du papier qui se disent « Mais là, allez-vous perdre votre essence? Allez-vous commencer à faire du papier commercial? » Non. Premièrement, on le fait toujours à la main. Même des papiers un peu plus standardisés n'arriveront jamais à être complètement... ils ne seront jamais plates, là, parce que tout est fait à la main, à l'unité. Et aussi, ça nous permet de penser qu'il va y avoir une commercialisation qui nous fait une entrée d'argent un petit peu plus stable, va nous permettre aussi de continuer à développer des choses intéressantes. Puis récemment, j'ai une belle complicité avec les papetiers. On a expérimenté avec de la quenouille, on a expérimenté avec d'autres couleurs. Puis ça, pour faire des petites gammes de produits qui vont être disponibles juste à petite échelle, en boutique, à la main, du début jusqu'à la fin. Cette partie-là, c'est parce qu'on veut la garder, c'est parce qu'on veut continuer à innover sur place que l'autre volet, on pense, va essayer de nous stabiliser un peu là-dedans. Marie-Dominique Beaulieu, administratrice de la papeterie, est chargée des célébrations du 60e anniversaire de l'organisation. Elle explique qu'un brunch hommage philanthropique sera organisé le 21 septembre prochain à l'hôtel Le Germain de Baie-Saint-Paul pour souligner ce tournant important. On veut vraiment rendre hommage. C'est 60 ans. C'est un patrimoine aussi, il faut le dire. C'est un patrimoine bâti. On est dans cette belle petite école qui a été rénovée grâce à une première campagne philanthropique et des subventions, mais c'est un patrimoine culturel.
Monseigneur Savard était un écrivain. Vous êtes ici, vous voyez les tableaux, on écrit de la musique sur du papier. Puis c'est aussi, justement, un savoir-faire. On est la seule, maintenant, papeterie artisanale au Canada, en fait, même pas au Québec. Alors, c'est quand même quelque chose. Madame Beaulieu témoigne d'un volet parfois méconnu mais essentiel du financement des organisations culturelles comme celle de la Papeterie Saint-Gilles. La philanthropie, le but, c'est de soutenir. Les gens, on donne pour des causes qui nous tiennent à cœur. On donne à des gens qui sont, dans le fond, le reflet de causes qui nous tiennent à cœur. C'est sûr que nous, c'est le patrimoine, donc le patrimoine bâti, l'art. On aura beau dire, le papier est à la source de l'expression artistique humaine. C'est donc des gens qui sont intéressés à soutenir ça. Vous savez, on n'a pas besoin d'être riche pour donner, on a juste besoin d'être généreux. C'est quelqu'un qui me disait ça, puis je trouve que c'est vrai. Puis on n'a pas besoin de faire des gros dons. Les gens auront la possibilité, puis c'est pas nécessaire d'être des gros dons pour soutenir une cause. À l'aube de l'été qui arrive à grands pas, l'équipe de la papeterie s'attend à une saison touristique favorable. On pense qu'on va avoir un tourisme important parce que les gens vont pouvoir faire le choix de rester au Québec puis de venir nous visiter, comme on l'a vécu un peu quelque part autour de la COVID et tout ça. À un moment donné, ça a généré une activité touristique importante. Peut-être moins de gens qui vont aller aux États-Unis, qui vont rester ici, des gens qu'on va revoir et on s'attend même à du tourisme américain. Donc, ça vous donne de l'énergie pour développer de nouveaux projets? Tout le temps. Moi, j'en manque pas, là. Tu sais, le papier, j'y crois. La coordonnatrice estime que le papier ne pourra jamais effacer complètement la technologie, d'où la mission de valorisation de la Papeterie Saint-Gilles. Ça évoque un romantisme et aussi une sensualité, un ancrage dans les sens, c'est incarné. Qu'il y a des gens, on en manque, on le sent ce manque-là. On se sent un peu trop connecté autrement, déconnecté de la matière. Et ça, ça revient. Et de toute façon, ça fait longtemps que j'en parle. On va vivre un peu les conséquences de la technologie que j'aime beaucoup. Mais on a besoin d'un équilibre. Et les grandes inventions ont été écrites sur papier. La technologie commence à quelque part par le papier. Une façon de se reconnecter, en quelque sorte. Et oui, voilà. Il va toujours avoir des supports d'écriture. On a besoin de notre corps. on est des êtres de chair. Et ça, on ne peut pas le nier. La saison touristique de la Papeterie Saint-Gilles débute officiellement le 15 mai 2025. Pour davantage d'informations, la population est invitée à consulter le site web de l'établissement. On se retrouve ce matin au jardin collectif de Serge Bouchard à Sainte-Irénée. On vient assister à un projet du DSI de Charlevoix, Glaner pour sa santé, qui vise à récolter et distribuer des légumes frais à travers les banques alimentaires de la région. C'est Annie Champoux, une citoyenne engagée et coordonnatrice du projet, qui nous a invités ce matin à venir assister à l'activité de glanage en compagnie des jeunes de la maison Groupe Action Jeunesse. Le glanage, c'est une vieille tradition qui remonte peut-être à l'Antiquité. C'est que quand un producteur agricole fait une culture quelconque, ça peut être, dans le temps, c'était des céréales, mais oui, c'est maraîcher, à un moment donné, on se ramasse qu'on a soit pas le temps, ou soit que la production l'année a été généreuse. Fait qu'il nous reste de la production qui est au champ, mais qu'on ne pourra pas cueillir, qu'on n'a pas le temps de cueillir. Donc, le glanage, c'est de permettre à du monde qui sont généralement en situation d'insécurité alimentaire de venir chercher ce qui reste dans le jardin.
Le glanage, c'est un concept là, justement de générosité, de solidarité des producteurs de la région. Alors, Serge Bouchard, que vous avez rencontré tout à l'heure, dans le fond, a accepté d'accueillir un groupe. Aujourd'hui, c'est la Maison des Jeunes qu'on accueille ici. Alors, c'est une récolte. Dans le fond, glaner, c'est récolter les surplus des potagers pour pouvoir les partager avec les cueilleurs, la banque alimentaire, puis le producteur. C'est la première année du projet? Exactement. Mais en fait, on a pu bénéficier. C'est une concertation locale au niveau de la sécurité alimentaire qui a déterminé justement de prendre certaines opportunités au niveau de sources de financement, entre autres le CRISA, qui est le Comité intersectoriel régional en sécurité alimentaire. Donc, il y avait un budget qui était offert là pour 2 années. Donc, justement, de mettre certains volets en sécurité alimentaire pour la population la plus vulnérable. Donc, on a déposé comme n'importe qui, puis finalement, notre projet a été retenu, là. Donc, le projet se compose de 5 volets, dont le volet glanage, entre autres, là, pour redonner la communauté. Ça coupe vraiment bien. Tu vois, comme ça. Et voilà. Fait que tu peux enlever les feuilles qui sont moins belles. Puis on va le mettre dans la brouette là-bas ensuite. Fait que là, il faut que tu le casses un peu. C'est ça, direct de même. Moi, je vais te le couper. Ça vient d'où ce projet-là? C'est quoi l'historique du projet un peu? L'historique du projet, en fait, c'est qu'il y a déjà eu le circuit alimentaire qui a bénéficié du même financement pour 5 ans. Donc, c'était vraiment d'élaborer, de voir un peu toute la trajectoire alimentaire, que ce soit la production, transformation, jusqu'à la valorisation finalement des déchets. Puis ensuite de ça, bien, suite à la fin de ce projet-là, il y avait encore une enveloppe budgétaire qui était possible d'avoir, donc celle dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'on a postulé dessus, puis finalement, le projet a été retenu. Donc, c'est un projet qui va se déployer à partir de juin 2025 jusqu'à le fin mai, finalement, 2027, donc sur 2 ans. L'agriculture, si on réfléchit bien, c'est quand même une activité pour nourrir le monde. Je pense qu'on a quand même une responsabilité sociale de nourrir tout le monde. Puis si on est capable d'aider sans que ça soit un fardeau financier, quand ça soit un fardeau de... Parce que c'est eux autres qui organisent. C'est pas moi qui appelle tout le monde pour venir, là. Si c'est facile à faire, puis que ça peut aider, puis que soit je suis gagnant ou soit que je suis pas perdant, moi, je trouve que c'est correct, là. Ça fait partie de mes valeurs. Puis la portion récolte, c'est une chose, mais il y a aussi la portion solidarité puis redonner à son prochain. Alors, vous allez voir la banque alimentaire arriver avec son camion. Alors, on veut faire vivre l'expérience aussi que cette récolte-là qu'on a faite aujourd'hui ensemble, bien, elle s'en va aussi à la banque alimentaire pour des personnes qui ont peu d'accès à des légumes frais, là. C'est ça, il y a tout le volet où on redonne aux banques alimentaires qui est un peu pour l'insécurité alimentaire que vous mentionnez. Exactement. Puis c'est important aussi de mentionner que c'est un projet qui se déploie sur l'entièreté du territoire de Charlevoix. Donc, c'est sûr qu'ici, au niveau du territoire de l'Est, on avait le centre, le SAC, en fait, qui, eux, avaient certains besoins au niveau de ces expériences-là de glanage. Par contre, au niveau de l'Ouest, le centre qui est Pro-Santé, qui est la banque alimentaire là-bas, avait déjà quand même une expertise, des bénévoles, des choses en place. Donc, l'idée est de ne pas créer une nouvelle entité ou de doubler des choses, c'est de vraiment venir appuyer de la meilleure façon en concertation ces démarches-là qui sont déjà sur le territoire. Donc, justement, ici, on a des activités qui sont un petit peu plus... où on les prend un petit peu plus en charge pour venir en aide, justement, à la banque alimentaire au niveau de Charlevoix-Est. Mais dans l'Ouest, ils ont d'autres défis. Donc, à ce moment-là, tout simplement, au niveau de la visibilité, ce qu'on fait aujourd'hui, d'en parler aussi, des fois, s'il y a des producteurs là-bas qui ne sont pas nécessairement conscientisés encore, bien, ils peuvent tout simplement faire appel à Pro-Santé. C'est facile de trouver le numéro, parler avec Annie Bouchard là-bas, puis ça va lui faire plaisir de pouvoir planifier des bénévoles pour aller recueillir des denrées là, qui sont encore disponibles dans les champs, là. Pour nous autres, à la banque alimentaire, avoir des légumes, écoute, des maraîchers puis du glanage comme ça, c'est important parce qu'on a de moins en moins dans les épiceries que moi je vais chercher à cause des Flash Heroes, puis tu sais, ils essayent de récupérer. Fait que nous autres, on a de moins en moins dans les épiceries. Fait que ça, c'est merveilleux là, pour la banque alimentaire. Il reste quand même une augmentation aussi de la demande. C'est à court, moyen terme, c'est sûr que des gens vulnérables qui vont avoir ces besoins-là au niveau de la sécurité alimentaire, de denrées fraîches,
D'autant plus que là, justement, on veut déployer ce projet-là. Cette année, oui, c'est une incursion, un projet pilote, mais on veut le déployer vraiment à la grandeur de la région là, pour que ça se devienne quelque chose qui soit instinctif et automatique aussi avec tous les producteurs. Là. Puis les producteurs, d'autant plus que dans une année de production, sont souvent bien occupés. Fait que du glanage comme ça se perdrait au champ. Fait que quitte à le perdre, nous autres, on le revalorise avec la gang là, des banques alimentaires. Oui, puis ils font de la transformation aussi. Là. Fait que, les légumes qui sont moins beaux peut-être et ça, tout. Là, les filles en cuisine, ils vont transformer, il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd. Tu me parlais de la quantité. C'est des grosses récoltes qu'on fait avec le glanage? La première activité qu'on a fait, on a récolté 158 kilos. Puis on avait à peu près les mêmes produits. Hein. Je pense des choux, des navets, des betteraves, des carottes. Puis cette fois-ci, en tout cas, j'ai l'impression que c'est sûr que du kale, c'est un peu plus léger, là, mais on devrait avoir une aussi belle récolte, sinon plus. Oui, c'est ça. Il y en a d'autres aussi, Alice. L'idée aussi d'accueillir des jeunes, ce qui est fabuleux, c'est de leur faire découvrir, de se mettre les mains dans la terre, puis de rencontrer un producteur, puis il y a tout le contact avec la nature, mais avec les aliments aussi. Alors, les jeunes d'aujourd'hui apprennent, il y en a plusieurs qui n'avaient pas vu c'était quoi du kale, fait qu'ils découvrent ça, puis aussi de toutes sortes de techniques là, qu'on peut leur démontrer. Ça fait un beau moment en plein air aussi. Exactement. Bien, surtout un matin, c'est pas toujours comme ça. Là. Il y aura certainement des portions de brume, de pluie, un peu plus froid. Mais c'est sûr que ce matin, on a une température qui est idéale pour ça. Puis c'est vraiment de remettre ces gens-là, oui, on a des jeunes, mais ça peut être n'importe quelle clientèle qui viennent faire un tour, puis de remettre les mains à la terre, de leur montrer concrètement c'est quoi la production. Donc, pour qu'ils puissent faire le lien aussi, c'est facile d'aller à l'épicerie et de dire je vais choisir tel truc, mais où est-ce que ça pousse, comment le producteur, comment d'amour est mis tout ça durant la saison estivale, c'est quand même impressionnant à voir aller parce que, oui, là, on est à la fin de la récolte, mais il reste que tout ça a été prévu depuis le printemps dernier, fait que là, on ramasse vraiment les derniers fruits de la saison, là. J'espère que de continuer encore, puis j'espère qu'une expérience demain va être multipliée. Je pense Mais c'est sûr que pour multiplier un peu cette activité-là, il va falloir multiplier l'agriculture. Oui, ça va ensemble. Ben oui, s'il n'y a pas de maraîcher, il n'y aura pas de glanage. Une nouvelle technologie issue de l'intelligence artificielle était de passage au Club Boncoeur de Charlevoix le 19 novembre dernier. L'appareil Neuroskin, conçu par la jeune entreprise française Courage, vise à soutenir la marche, l'équilibre et la stabilité, notamment chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques. Donc là, c'est le système qui est off. On voit que sa jambe, il n'arrive pas du tout à la piloter, à la contrôler. Il n'y a pas vraiment d'action. Et là, on a le système qui est on le même jour, une fois que le système a appris. Et là, on voit le pilotage de ses jambes. On est venu présenter aujourd'hui un dispositif qu'on appelle le Neuroskin. Donc Neuroskin comme seconde peau. C'est un système qui va s'adresser plutôt à des personnes qui ont une sclérose en plaques, un AVC ou une paraplégie incomplet. Et ce système va permettre de rééduquer leur système qu'on appelle sensoriel et moteur. Donc je prends souvent un exemple pour imager, pour que tout le monde puisse bien comprendre la problématique. Donc le corps fonctionne de manière assez complexe, mais on peut le résumer de manière simple, avec 3 éléments. Le cerveau, on appelle la tour de contrôle, c'est elle qui va déterminer où est-ce qu'on veut aller, quel est le mouvement qu'on veut réaliser. Et surtout, c'est elle qui va envoyer l'information aux nerfs, qu'on peut appeler des autoroutes, jusqu'aux muscles qui vont se contracter. Et elle va leur envoyer ce qu'on appelle la partition, moi j'appelle ça une partition, d'avoir quel est le bon démarrage et la fin de contraction de muscles pour chacun des muscles au bon moment pour faire un mouvement. Donc pour faire de la marche, pour faire du vélo, pour tout simplement juste se lever, parce qu'on pense beaucoup à marcher mais déjà juste à se lever, on a une partition qui est différente.
Donc c'est ça qu'on est venu présenter ici, c'est comment à travers notre système NeuroSkin et l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, on permet d'automatiser tout cela de façon simple pour que l'usager puisse en avoir les bénéfices de manière régulière. Tout droit sorti du Centre national de recherche scientifique de Lyon, en France, cette nouvelle technologie de réadaptation promet beaucoup. Elle pourrait notamment accélérer le processus de reconditionnement à la marche chez les patients à mobilité réduite. Moi, j'ai la sclérose en plaques, la SEP, progressive. Vous avez pu tester là, ce matin le NeuroSkin, cet appareil qui est amené ici aujourd'hui. Comment vous vous êtes senti? Ah mon Dieu, c'est le jour et la nuit. C'est sûr qu'on ne se débarrassera pas de toutes nos marchettes, puis nos cannes, puis tout, mais t'as une sensation que j'ai pas ressentie peut-être depuis... ça fait 12 ans, moi, que c'est commencé, mais ça fait un bon 5-6 ans que ça me prend une marchette ou une canne. La sensation de pouvoir marcher, même se lever, t'as beaucoup plus de force là, quand tu es sous tension. OK, c'est bon. Malgré tout, NeuroSkin devra encore faire ses preuves auprès de la communauté scientifique canadienne. Un processus qui prendra des explications et des preuves, croit M. Gombeau. Alors, au sein de la communauté scientifique et médicale, je veux dire au Québec et au Canada plus largement, donc c'est des nouvelles technologies. Et comme toute nouvelle technologie, ça nécessite des explications et aussi d'expliquer où en sont nos études et sur quelle patientèle et pour quel intérêt thérapeutique. Donc ça, on a commencé justement à travailler avec des grands, ce qu'on appelle leaders d'opinion, notamment en neurothérapie à Montréal, mais aussi avec le CIUS de Montréal, avec le McGill, avec le Neuro qu'on rencontre demain. Donc il y a un bon accueil des nouvelles technologies globalement au Québec. Maintenant, ça va partir de manière progressive. D'abord du haut, la pyramide, avec les personnes qui sont plutôt spécialisées en neurologie, c'est-à-dire les neurologues, les physiatres, pour aller ensuite accompagner les physiothérapeutes, les kinésiologues et les médecins de famille. Donc c'est une démarche qui va pas forcément être très rapide, mais elle va être progressive pour pouvoir s'inscrire dans la durée. La venue à Baie-Saint-Paul de l'entreprise Courage et de son appareil NeuroSkin donne beaucoup d'espoir à Mme Francine Thibault du Club Boncoeur. On sait que maintenant la science, avec l'intelligence artificielle, fait des remontées spectaculaires. Donc, moi, à titre de personne responsable de cet organisme-là et de le programme, j'ai voulu aller encore un peu plus loin dans ma recherche et je suis tombée à cause de Facebook, sur cette annonce-là de Courage qui sont maintenant établis au Québec et pour voir si ça pouvait être aidant pour nos personnes. On a commencé à 9h30, vous avez vu la conférence, vous avez vu les données scientifiques qui sont autour de ça, des gens sérieux, alors qui sont en train maintenant d'expérimenter avec nos membres qui sont du programme Mobilité dynamique. Alors, c'est le bonheur pour moi parce que je me dis, on avance et on fait avancer notre clientèle de Charlevoix. Alors, c'est une première, puis on espère que ce sera une dernière. Si la journée de présentation en aura sans doute convaincu plus d'un, il faudra encore attendre un peu avant de savoir si le Club Boncoeur pourra acquérir un tel appareil. L'organisme serait toujours en négociation avec l'entreprise Courage, mais il estime avoir besoin de lever autour de 75 000 $ au sein de la communauté pour être en mesure d'intégrer ce nouvel outil à sa ceinture. À Baie-Saint-Paul, on compte plus de 10 endroits où acheter un café. Café indépendant, micro-torréfacteur, grande chaîne ou même dépanneur, les Baie-Saint-Paulois ont du choix. Mais un peu plus tôt cet été, un nouveau joueur s'est installé au bord de la 138 et avec lui, de nombreuses craintes pour les commerçants locaux. Le nouveau Starbucks, situé directement à l'entrée ouest de la ville, est venu s'installer dans un marché déjà bien desservi, et ce au grand désarroi de son voisin d'en face, la boulangerie et café Les Bonlieuses.
Ma première réaction, c'est sûr que je pensais que c'était une joke. C'est sûr. Je me suis dit, c'est une joke, on va pas avoir un Starbucks à Baie-Saint-Paul. C'est pas ça qu'on est, Charlevoix, tu sais. Puis là, quand j'ai vu que c'était vraiment vrai, là, j'ai compris que finalement, oui, il allait avoir un Starbucks. Mais tu sais, je voyais cette belle construction-là. Tu sais, je veux dire, le quartier des Moissons, je le vois se développer depuis le début. C'est en avant de chez nous, tu sais. Fait que je voyais ça se construire. La manière, l'affiche est arrivée. Fait que là, c'était de plus en plus vrai. Je ne mentirais pas que je suis allée la semaine passée parce que je suis déjà allée dans un Starbucks, mais j'avais besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait à l'autre bord de la rue. Je suis-tu contente qu'il y ait un Starbucks pour Baie-Saint-Paul? Je pense que je parle pour la majorité des gens d'affaires et sinon une très grande partie des locaux, non. C'est sûr que Starbucks, c'est pas Baie-Saint-Paul, c'est pas pour nous. On a un choix, qu'on vient de le dire, on a tellement de café à Baie-Saint-Paul, on peut tellement aller chercher les produits locaux, le terroir, on est reconnu pour ça. On se ramasse avec un Starbucks à la première lumière qu'on arrive à Baie-Saint-Paul. Non, c'est clair que c'est pas idéal, tu sais. Non, je n'étais pas contente. Mes ventes ont descendu un peu, oui. Un petit peu au début. J'ai même vu des gens qui venaient ici s'en aller là-bas. Puis c'est correct, ils sont revenus assez vite. Ils sont revenus assez vite en disant « Gars, on était allé au début, mais c'est trop cher, le service n'est pas pareil, c'est froid. » Mais oui, j'étais un peu déçue que c'est pas Baie-Saint-Paul, c'est pas le choix de Baie-Saint-Paul, mais c'est dommage qu'on ait ça à Baie-Saint-Paul maintenant. Ouais. Il y a d'autres places à aller, mettons, tout le monde. Là. Vous pouvez aller dans plein de places pour boire du café. Même son de cloche au Mousse Café. Si l'arrivée du Starbucks n'a pas drastiquement affecté le chiffre d'affaires, on se stupéfait tout de même de l'arrivée d'un tel acteur dans un marché où l'ancrage communautaire semble si important. Moi, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi il y avait un Starbucks alors qu'on a déjà un café qui est juste en face, qui répond déjà très bien aux besoins de la population. J'ai pas trop compris pourquoi cette grande chaîne s'installait à Baie-Saint-Paul, surtout qu'on essaye de prioriser le local. Pour moi, ça fait pas de sens, c'est pas local. Mais après ça, j'ai pas été inquiétée parce que je sais qu'on n'a pas les mêmes clients. J'ai juste trouvé que c'était pas forcément pertinent. Je pense que c'est vraiment pas la même clientèle qui vient au Mousse Café et qui vient au Starbucks. Je pense que le Starbucks, c'est quand même plus des gens de passage. Peut-être qu'il y a quelques personnes du village, mais j'ai pas vu que ça avait touché notre clientèle parce que les gens qui viennent ici, c'est vraiment... C'est quand même des habitués, c'est des gens qu'on voit tous les jours, ils sont dans le coin. Après ça, on a des touristes, mais souvent le tourisme, ils veulent pas justement une grande chaîne de café parce qu'ils veulent quelque chose de plus authentique. Puis je pense que par notre authenticité, on n'a pas le même public cible. Fait que le Starbucks, non, on n'a vu aucun impact. Au Café Charlevoix, on mise également sur le sentiment d'appartenance de la population à ces cafés locaux et sur ce qui les rend uniques. Je pense qu'on se différencie beaucoup parce qu'on torréfie notre café nous-mêmes. Café Charlevoix, c'est une marque qui était quand même bien implantée. On a une belle communauté aussi là, avec nos partenariats. Donc, les gens de la place ont un sentiment d'appartenance. Puis, les gens qui viennent en visite, bien, souvent, nous, on est sur Ambroise-Fort, Saint-Jean-Baptiste. Les gens, ils fréquentent plus ces endroits-là. Fait, on l'a pas senti, puis on voit pas ça non plus comme de la compétition. Tous des éléments bien présents parmi la clientèle qui s'était déplacée pour l'ouverture du nouveau local de Café Charlevoix. J'essaie de varier mes endroits de travail, fait que je vais souvent travailler au Arôme Saveur, Mousse Café. Donc content qu'il y ait un nouvel espace aussi pour varier mes espaces de travail. Donc oui, quand même. Donc, oui, c'est sûr, c'est impossible que j'aille travailler dans un Tim Hortons ou un Starbucks, c'est pas mon ambiance, il n'y a pas l'âme comme un endroit comme ici. Puis... Ben, en fait, moi je pense que dans les cafés, c'est un petit peu comme en restauration. Les chaînes, ça dépanne, mais c'est pas là qu'on retrouve les meilleurs produits. Donc, c'est des produits un peu plus génériques, moins... Bon, alors ici, on a la chance d'avoir en plus un torréfacteur qui est là depuis... qui fait du café depuis très longtemps, qui connaît ses cultivateurs, puis qui voyage beaucoup. Certaines plus grandes chaînes arrivent elles aussi à séduire une partie de la clientèle, qu'il s'agisse d'une question de goût ou de côté pratique. Qu'est-ce qui fait que tu choisis de venir prendre un café au Tim Hortons plutôt que, disons, dans un autre café à Baie-Saint-Paul? Ben, là, j'ai pas pris de café. Mais je te dirais que le café au Tim, c'est le meilleur. Okay. Lui du McDo, moi, je le trouve pas buvable. Sinon, à part les dépanneurs qui ont du café de dépanneur, c'est vraiment la meilleure place à Baie-Saint-Paul pour du café.
Mettons, si on compare là, au Starbucks ou encore aux plus petits cafés comme le Mousse Café et tout ça, le café de Charlevoix. Starbucks, je suis pas encore allé. Mousse Café, c'est une bonne ambiance, c'est sûr. Mais ça reste que je préfère mon café de Tim Hortons. Moi, je suis camionneur, fait que, pas le choix d'avoir un grand stationnement à me parquer. Ouais. C'est plus pratique. C'est vrai ça. Pour Anaëlle Desmarais, le grand nombre d'enseignes de café à Baie-Saint-Paul permet une belle complémentarité. Elle affirme toutefois, après l'entrevue, avoir de la difficulté à voir où Starbucks peut s'insérer dans cette offre de service. Je dirais que les cafés sont quand même assez complémentaires. On a des cafés qui sont un peu plus des chaînes qui répondent à un besoin. On a des cafés qui sont plus coopératifs. Je pense que chaque café, en ce moment, répond à un besoin de la population. Si la présence de Starbucks dans le paysage charlevoisien ne semble laisser personne de marbre, elle aura peut-être finalement fait plus de peur que de mal. L'enseigne américaine a également reçu une invitation à une entrevue, mais n'a pas souhaité y répondre. Qui dit temps des fêtes dit également générosité. Nous sommes actuellement à l'une des deux intersections à Baie-Saint-Paul où la grande guignolée des médias a lieu. À ces deux endroits, des bénévoles, des travailleurs des médias, des paramédics, des pompiers ramassent des fonds pour les plus démunis de la région. Cet événement est une belle célébration de la générosité qui règne dans Charlevoix. C'est également le témoin d'un constat beaucoup plus triste. Selon les chiffres de l'Observatoire du Québec sur les inégalités, 1 personne sur 5 vit dans l'insécurité alimentaire. Les plus grandes victimes de cette insécurité, les moins de 18 ans. Cette réalité, Annie Bouchard du Centre communautaire Pro-Santé la vit à tous les jours. En date d'aujourd'hui, maintenant, on a 219 ménages d'inscrits. Donc, on voit l'année passée 205, on est déjà à 219. Actuellement, j'ai 280 adultes et 100 enfants qui sont inscrits sur les paniers de Noël pour cette année. Et évidemment, là, nous, on n'a pas de date limite, donc les gens vont continuer encore de s'inscrire. La guignolée, c'est un peu une grande festivité là, de la générosité, si on veut, mais on peut quand même en faire des constats qui sont un peu plus tristes. Là, de voir autant d'inscrits, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Non, écoutez, si je recule il y a à peu près 4-5 ans, j'étais à peu près à 70-80 ménages. Là, j'étais à 219 et c'est sûr qu'on va le dépasser. On voit vraiment que le contexte économique, tu sais, ça va super bien pour plusieurs catégories de personnes. Fait que l'économie, oui, c'est plus cher, mais ils s'en sortent bien. Par contre, nous, on voit tout l'envers. On n'a jamais eu autant de gens qui sont sur le marché du travail puis qui n'arrivent plus là, vraiment, là, pas qu'ils ont des dépenses extra, mais juste les besoins de base de logement, la voiture pour aller au travail, des choses comme ça. Puis si on a des enfants qui vont à l'école, le matériel scolaire, ils n'y arrivent plus. On va récolter souvent là, au-dessus de 20 000 puis on va en dépenser peut-être un 15 à 18 000 pour les paniers de Noël. Donc, la balance, c'est vraiment pour le reste de l'année. Parce qu'effectivement, les gens ont besoin de manger à l'année. C'est juste comme je le disais tout à l'heure, on profite justement de la générosité du temps des fêtes, de la générosité de la population. Cette période-là, bien, c'est la plus grande affluence, donc c'est plus facile pour nous. Au-delà de l'aide alimentaire, Mme Bouchard considère que le logement reste central à la question de la pauvreté dans la région. Elle s'inquiète d'ailleurs du manque d'implication du gouvernement fédéral à cet égard. Qu'est-ce qu'on manque le plus, c'est des logements. On ne se le cachera pas. Et c'est long, bâtir des logements. Puis je ne sais pas comment on va y arriver. Fait que c'est sûr qu'au niveau fédéral, on a rarement une oreille, alors qu'eux aussi ont leur rôle à jouer. Ça serait intéressant, c'est sûr, qu'ils nous écoutent encore plus, qu'ils viennent plus nous voir, surtout quand on voit qu'on a juste des augmentations au niveau des demandes, des besoins. Le filet social, on est là. Par contre, on est essoufflé.
Puis, des fois, on fait des miracles, mais à un moment donné, les miracles, ça va avoir une fin. Fait que oui, il faudrait qu'effectivement, le milieu politique aille plus au front au nom de la population qui est la plus vulnérable. Annie Bouchard est claire. Les demandes qui sont faites à sa banque alimentaire augmentent d'année en année. Banque alimentaire Canada constate également une augmentation des demandes de 90 % depuis 2019. Pour avoir un portrait un peu plus large de la pauvreté dans la région, nous sommes venus à la rencontre de Francis Peuch, organisateur communautaire pour le CIUS de la capitale nationale. Si on focalise sur l'insécurité alimentaire, ce qui est vécu dans Charlevoix depuis les hausses inflationnistes post-COVID, on va dire, et la fin des soutiens gouvernementaux de cette période-là, bien, on augmente effectivement les demandes drastiquement, à un point où ces réseaux-là qui sont construits sur l'aide bénévole, sur la charité, on arrive un peu à une certaine limite. Puis, bon, à chaque année, justement, cette période spécifique, on le met en lumière, mais jour après jour, ça tient grâce à eux. Et on en arrive si on cumule ça aux hausses sur tous les postes budgétaires qu'on a à couvrir qui sont nécessaires pour notre survie, hein, on n'est pas dans la qualité de vie, là. Rajoutons donc la hausse du prix des aliments depuis 5 ans de 27 à 30 %. Rajoutons une hausse pour les locataires spécialement d'environ d'une hausse qui est similaire et un salaire minimum qui est actuellement à 16,10 $. L'entièreté des banques alimentaires vont vous dire que le profil des personnes qui demandent l'aide a changé. Ça fait réagir énormément de gens quand on leur dit bien, des gens qui travaillent à temps plein ont maintenant, avec des revenus qui sont insuffisants, ont le besoin d'avoir de l'aide alimentaire de manière courante et fréquente. Banque alimentaire Canada parlait depuis 2019 d'une augmentation de 90 à 100 % des demandes. On a doublé le nombre de demandes au Canada pour avoir de l'accès à du dépannage alimentaire. C'est le plus haut taux historique depuis qu'on comptabilise des statistiques là-dessus. Charlevoix ne fait pas bande à part. Banque alimentaire du Québec mentionnait que 16 % des Québécois actuellement sont en insécurité alimentaire. Au-delà de l'insécurité alimentaire, si on parle de la pauvreté dans son ensemble, spécifiquement pour la région de Charlevoix, sur 29 000 habitants, on a plus de 1100 ménages qui ne vivent pas dans un logement qui est abordable. Donc, on parle de plusieurs milliers de personnes, de Charlevoisiens, nos propres concitoyens, qui actuellement vivent dans un logement qui soit est insalubre, soit coûte plus que 30 % de leurs revenus, soit qui est inadéquat en termes de taille ou en termes sécuritaires. Ça aussi, si on additionne ça avec une précarité au niveau de l'alimentation saine, ça engendre une multitude de difficultés, tant au niveau collectif qu'au niveau individuel, des problématiques de santé mentale, problématiques au niveau aussi de la cohésion sociale. On en arrive avec des gens qui, nécessairement, ont comme priorité la survie et non pas la collaboration ou l'implication sociale. Un système conçu sur l'idée de la charité, du bénévolat, de l'implication citoyenne, tout ça est névralgique, fondamental à préserver. Par contre, on peut se poser la question si ce système-là, qui était prévu pour de l'aide sporadique, n'arrive pas à sa limite dans la mesure où on a les statistiques qui nous prouvent qu'il y a 16 % de nos concitoyens qui sont présentement en insécurité alimentaire de manière constante. Il faut, selon moi, collectivement, comprendre que militer pour une hausse des revenus et des allocations pour les personnes les moins fortunées, les plus démunies, les proches aidants qui ne peuvent pas travailler autant, il y a énormément de nos concitoyens qui ne peuvent pas livrer la marchandise comme collectivement on le demande au niveau de la performance individuelle. Puis je crois qu'il faut continuer de marteler que ce n'est pas des dépenses de suggérer qu'on rehausse le revenu de ces gens-là, qu'on bâtisse du logement social pour des personnes qui sont moins fortunées, puis qu'on renforce par des politiques sociales, par des organisations citoyennes,
tout ce qui touche un système d'alimentation qui est sain, respectueux de son territoire, puis en alliance avec les producteurs locaux. Le discours d'Annie Bouchard et de Francis Perche témoigne de la même situation inquiétante. L'état de la pauvreté dans la région s'aggrave et le profil de la personne dans le besoin change de jour en jour. L'action communautaire est alors plus importante que jamais, même si, comme l'a mentionné M. Perche, elle ne constitue pas une solution à long terme.